Bonjour Philippe Estève. Bonjour. Vous êtes géographe et vous venez de publier ce livre, L'égalité des territoires, une passion française, aux éditions PUF. Alors vous examinez les raisons historiques de cette passion française et vous faites le constat suivant, l'égalité des territoires telle que forgée par l'histoire n'est plus qu'une fiction. Alors en première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui met à mal ce principe d'égalité des territoires aujourd'hui ? Alors, l'égalité des territoires, c'est effectivement une construction historique qui correspond à des caractéristiques propres du territoire français. D'une part, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde en France. On a une densité moyenne qui est à peu près 2 fois plus faible que ce qu'on trouve dans les pays voisins. Mais en même temps, il y a un peu de monde partout. Donc, on est obligé d'administrer le territoire. Alors, ça se traduit en termes économiques très, très clairement. Pour la même population scolaire, vous avez besoin de 2 fois plus de bâtiments scolaires en France qu'en Allemagne, tout simplement parce que la densité allemande est plus forte, et donc ça permet d'une certaine façon de faire des économies d'échelle. Donc il y a une espèce d'obligation de la part qui s'adresse à la puissance publique de couvrir le territoire, et donc ça coûte assez cher. S'ajoute à ça le fait que nous avons conservé, vous le savez, une très grande fragmentation politique et qu'au moment de la décentralisation, au fond, on a fait croire à ces communes qu'elles acquéraient l'autonomie politique alors qu'elles n'avaient absolument pas les moyens de leur autonomie concrète parce que pas de revenus et totalement dépendante des transferts de l'État. Alors oui, aujourd'hui, on est dans un modèle vertical et vous proposez un modèle horizontal de redistribution entre collectivités. Voilà, parce que, donc, pour reprendre votre première question, on fait croire aux territoires qu'ils sont dans une logique d'égalité, égalité de statut et égalité de capacité à agir via la redistribution. En réalité, on fabrique, je dirais, des drogués de la subvention d'une certaine façon, des communes qui n'existent que via le transfert. Et que l'on met en compétition les unes contre les autres. Et oui, parce que du coup, on a moins des communautés politiques au sens de capacité d'agir ensemble que des groupes de pression qui vont essayer d'obtenir de la redistribution et de l'argent public. Et donc, effectivement, la baisse brutale des crédits auxquels nous assistons aujourd'hui. Donc le gouvernement l'an dernier a annoncé moins de 10 milliards de transferts aux collectivités. C'est 30%. Voilà, exactement. Bon, entre parenthèses, c'est vraiment extrêmement gentil ce qui se passe en France par rapport à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où le gouvernement a brutalement coupé 40% des crédits aux collectivités territoriales. Bon, je referme la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 30% en moins? Ça veut dire que les communes, les territoires les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus dépendants des subventions, évidemment, ont le sentiment d'être totalement abandonnés. Mais il faut bien voir que ce sentiment d'être totalement abandonné, nous l'avons créé depuis 30 ans de décentralisation en entretenant l'illusion que ces territoires pouvaient être autonomes, avaient une capacité à agir, et donc en les maintenant à bout de bras d'une certaine façon via un système redistributif qui coûte extrêmement cher et dont nous n'avons plus aujourd'hui les moyens collectifs. Mais justement, est-ce que cette baisse de dotation pourrait être vue comme un premier pas vers le système de redistribution horizontale que vous préconisez? Alors, moi, je le souhaite et je pense que ça peut marcher comme ça sur le mode finalement de l'électrochoc d'une certaine façon. Pour qu'on aille vers un système alors sinon de redistribution, du moins de solidarité horizontale entre territoires, il faudrait d'abord que les territoires ruraux, qui aujourd'hui revendiquent une espèce de ruralité éternelle, absolue, et qui mériterait, selon eux, d'être soutenus en tant que tels. On a vu le dernier comité interministériel du gouvernement qui s'est tenu justement sur les questions de ruralité, bon, un peu avant les élections régionales. Enfin, sur les zones rurales, vous parlez quand même de système de discrimination positive. Oui, alors, jusqu'à présent, le rural est le grand bénéficiaire de ce dispositif d'égalité des territoires. Alors, si je disais que c'était une fiction, c'est d'ailleurs parce qu'on a tendance à croire que égalité des territoires égale égalité des personnes. Or, quand on regarde par exemple la distribution des enseignants en France, vous avez 55 enseignants pour 1000 élèves en Seine-Saint-Denis, vous en avez 95 dans le Cantal, la Creuse, la Lozère, etc. Alors, on voit bien, c'est un problème de densité et d'accessibilité, mais on voit bien l'effort considérable qui est fait, disons, des zones denses vers les zones moins denses. Et on voit bien en même temps le problème que ça pose en termes d'égalité des personnes, parce que tout le monde sait bien que c'est plutôt en Seine-Saint-Denis qu'on aurait besoin de renforcer les effectifs d'enseignants qu'en Lozère. Donc jusqu'à présent, le rural
est très, très bénéficiaire de ce système-là. Et je comprends bien ce qui se passe, c'est que les maires ruraux ont le sentiment, finalement, en criant au loup, en criant qu'ils sont victimes, etc., de mener une espèce de lutte préventive contre la perte d'une situation privilégiée. Je pense que l'enjeu pour eux, c'est d'arriver à comprendre qu'ils ne sont plus des entités autonomes en train de rechercher la source nationale d'alimentation financière, mais qu'ils doivent comprendre qu'ils sont intégrés maintenant dans des systèmes territoriaux, et des systèmes socio-économiques territoriaux qui font que villes et campagnes, enfin c'est presque une banalité de le dire, s'interpénètrent, et ça s'interpénètre pourquoi? Parce que vous, moi, nous sommes mobiles, et nous nous baladons comme ça. Et de plus en plus mobiles. Et de plus en plus mobiles, et donc c'est notre mobilité qui crée ces liens entre les territoires, qui fait que la ruralité, en réalité, ou l'urbanité d'ailleurs, c'est un moment de passage, en quelque sorte, dans notre vie quotidienne. Nous sommes un coup habitants d'une commune, producteurs dans une autre, étudiants dans une troisième commune, consommateurs, etc. Nous fabriquons des systèmes. Et la solidarité horizontale, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire le fait que les territoires reconnaissent qu'ils ne sont pas des petites républiques autonomes, mais qui sont des maillons. Exactement, dans un finalement, système global. Dans un système plus global, exactement, finalement, comme on parle de chaînes de valeur en économie, il y a des chaînes de valeur territoriales, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de réfléchir en termes de proximité, tout avoir à proximité, la gare, la maternité, le machin, le truc, etc., ça n'a pas de sens. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est en termes d'accessibilité, c'est comment, dans mon système de déplacement, je peux avoir accès à telle ou telle prestation, l'enjeu étant pas tellement d'avoir tout à proximité, mais d'avoir accès à de bonnes prestations. Parce que mourir dans un hôpital de proximité, bon, on est très content de mourir à proximité, mais on préférerait d'une certaine manière survivre dans un hôpital un peu plus lointain, un peu plus performant, si vous voyez ce que je veux dire. Dernière question, Philippe Estève. Un changement majeur dans l'organisation du territoire qui nous attend très bientôt au 1er janvier 2016, c'est bien évidemment le passage de 22 à 13 régions. Quels impacts est-ce qu'on peut anticiper en matière d'égalité de territoire? Alors, si vous me permettez, moi je pense que l'élargissement des régions à moyens constants ne va pas changer grand-chose. Parce qu'au fond, vous créez de vastes territoires, mais avec des institutions qui n'ont pas plus de moyens qu'avant en termes même de capacité juridique et de capacité financière pour les administrer. Donc moi j'attends de voir, je ne suis pas certain que ça soit là le vrai changement. Pour moi, le vrai changement de la législation qui a eu lieu ces derniers temps, c'est plutôt la reconnaissance politique des grandes villes. Alors on parle de métropole, c'est peut-être abusif, parlons de grandes villes. Et d'une certaine manière, avec 100 ans de retard par rapport aux pays voisins, la France accepte le fait que, effectivement, ce sont quand même les grandes villes qui doivent jouer un rôle, disons, leader, à la fois dans le développement économique et d'une certaine manière dans l'administration politique du territoire. C'est ce que l'Allemagne a fait depuis 50 ans, c'est ce que l'Italie a fait depuis le Moyen-Âge, c'est ce que l'Angleterre a fait depuis la Révolution industrielle. Je comprends que nous ayons la nostalgie de l'abandon d'une certaine France rurale et de cette égalité fictionnelle des territoires. Je pense qu'entrer d'une manière ou d'une autre dans le XXIe siècle, c'est quand même reconnaître ce rôle des villes, y compris d'ailleurs dans une forme d'équilibre vis-à-vis de la région parisienne. Donc il me semble que c'est ça le point central de la réforme. Plus que le passage de 22 à 13 régions. Ouais. Merci beaucoup Philippe Estève. L'égalité des territoires, une passion française aux éditions PUF. Merci. Merci à vous.